inhibiteur des enzymes. En participant à cette réunion, vous consentez à être... L'influence des inhibiteurs des enzymes et une dernière partie d'application sur deux exemples d'enzymes qu'on étudiera, la peptidoglycine alpha-amylatine monooxygénase, la PAM, et la lactate déshydrogénase. Oui, c'est un peu... Donc, partie 1, les enzymes. Donc, l'enzymologie, c'est une discipline particulièrement importante que vous continuerez à étudier les années supérieures en fonction de vos filières, donc soit en médecine, soit en pharmacie. C'est une des disciplines fondamentales de ce qu'on appelle la biologie médicale. Donc, si vous souhaitez être médecin ou pharmacien de biologie, c'est une discipline que vous ferez tous les jours. En ce moment, moi, j'en fais tous les jours parce que c'est indispensable pour comprendre le dosage des enzymes dans le domaine du médical et ainsi comment on peut évaluer ces activités, les comprendre et ainsi proposer un traitement aux pathologies. Oui. Le dossier en partage. Mais là, il y a partage d'écran, non? C'est pas bon? Elle est partagée, alors je vais vérifier. Ah, le partager sur Zoom? Sur Zoom, ouais. Alors. Bon, tu me dis, mais je pense que c'est bon. C'est bon. Allez, super. Allez, à tout. Donc voilà un petit peu sur l'enzymologie. Alors, donc, partie 1, les enzymes. Donc, structure. Déjà, qu'est-ce qu'un catalyseur? Du coup, c'est une substance qui interagit avec un réactant chimique avec finalement une diminution du niveau d'énergie requis pour transformer le réactant en produit. L'énergie d'activation est moindre en présence d'un catalyseur, la réaction est donc plus rapide. La composition chimique du catalyseur n'est pas modifiée par la réaction et donc une molécule unique de catalyseur peut être utilisée à de multiples reprises pour catalyser la conversion de nombreuses molécules de réactants en produits. Est-ce que c'est clair déjà? Je pense que c'est une notion que vous avez déjà vue au lycée, notion de catalyseur. Donc, du coup, c'est toujours un substrat qui va donner un produit avec l'aide de cette enzyme ou de ce catalyseur. Un enzyme étant un catalyseur, mais un catalyseur n'étant pas toujours une enzyme. Et donc, l'objectif, ça va être d'accélérer une réaction qui se produit dans votre corps. Toutes les réactions catalysées par les enzymes dans votre corps se dérouleraient en l'absence d'enzymes, mais avec un délai d'action, une demi-vie qui serait trop supérieure au fonctionnement du corps. Le but de l'enzyme va être d'accélérer cette réaction pour qu'elle soit compatible avec les besoins physiologiques de production d'énergie, de libération de glucose, de stockage des graisses, etc. Et donc, la caractéristique, c'est qu'on va le voir plus tard, l'enzyme va créer un micro-environnement autour du substrat qui va permettre d'abaisser l'énergie d'activation. Donc ça, c'est des notions de thermodynamique nécessaires à la transformation de ce substrat, de ce réactant en produit. Donc un catalyseur ne va pas modifier le contenu énergétique des réactants et des produits, il va abaisser l'énergie d'activation. Et donc en biologie, le réactant sera appelé le substrat. Donc un réactant donne un produit avec l'aide d'un catalyseur, chimique ou biologique, et un catalyseur est restitué à la fin sous forme inchangée et pourra donc resservir à d'autres réactions. Ce sera surtout valable en chimie. En biologie, les enzymes auront ce qu'on appelle une activité catalytique qui va faire qu'il va y avoir un épuisement physiologique dans le temps de l'enzyme qui enverra une protéine et que cette enzyme dégradée ne pourra plus être opérationnelle à un moment. Donc les enzymes, la plupart des réactions chimiques survenant dans l'organisme se feraient à des vitesses très lentes si elles étaient effectuées dans un tube à essai en mélangeant simplement les réactants, car leurs énergies d'activation sont très élevées. Pour obtenir les grandes vitesses de réaction observées dans les organismes vivants, il faut que les catalyseurs abaissent l'énergie d'activation. Ces catalyseurs particuliers vont être appelés enzymes, ce sont des protéines. Donc une enzyme est un catalyseur protéique. C'est clair? C'est un peu les pavés très chiants du début. Certaines molécules, donc d'ARN, je vous ai dit que là, une enzyme, c'était une protéine. Néanmoins, il y a une petite exception, c'est juste cité dans le cours de passage, c'est des trucs que vous développerez pareil plus tard. Il y a également certaines molécules d'ARN, donc d'acide ribonucléique, qui possèdent une activité catalytique et qu'on appelle des ribosymes. Donc pour assurer ces fonctions, une enzyme doit rentrer au contact des réactants, qu'on a appelé substrat dans le cadre de la biologie. Le substrat se fixe sur l'enzyme, formant un complexe enzyme-substrat.
qui est donc une réelle étape intermédiaire, et se désagrège pour libérer les produits et l'enzyme. Donc la réaction enzyme-substrat va être décrite de la manière suivante. Vous avez donc S, le substrat, plus E, l'enzyme, qui va former de manière réversible et intermédiaire un complexe enzyme-substrat qui donnera à terme un produit et la restitution de l'enzyme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la fin de la réaction, du coup, l'enzyme peut rentrer dans une nouvelle réaction avec d'autres molécules de substrat. L'effet global sera donc l'accélération de la conversion du substrat en produit, l'enzyme agissant comme un catalyseur. Donc, une enzyme, comme toute protéine synthétisée à partir d'informations codées dans l'ADN ou dans l'ARN, dans le cas de certains virus. Donc ça, on y revient dans un instant. Donc, un petit point qui était dans le cours et que j'ai quand même souhaité mettre, en fait, le cours est assez disloqué, c'est un prof un peu Starben qui fait ça en PACES. Et donc, du coup, c'est vraiment la partie théorie est mélangée à des exemples qui sont genre hyper pointus et techniques qui fait tomber chaque année au concours. Mélangé à des parties un peu plus approfondies et tout. Donc moi, ce que j'ai fait avec ce cours-là, c'est que j'ai pris toutes les notions essentielles les unes à la suite des autres. J'ai viré les exemples. J'en ai gardé que 2, que je vous mets à la toute fin. J'ai viré le dernier cours, parce que je n'ai pas le temps de tout traiter, qui parle des applications du coup, de l'enzymologie en biologie médicale, donc en cancérologie, en biochimie, etc. Et donc voilà, pour vous repérer. Donc pour approfondir la biosynthèse des enzymes. Donc ça, c'est peut-être des notions que vous avez vues du coup en biologie cellulaire. Donc la synthèse d'une enzyme, comme toute la synthèse d'une protéine, il y a donc des ADN. L'ADN situé donc, du coup dans le noyau cellulaire, qui donnera un ARN primaire après la transcription, qui donnera un ARN messager après la maturation cytoplasmique. Vous avez du coup ces notions d'épissage, avec du coup la sélection des introns, élimination exons. Ça, c'est des notions qui sont claires. Cet ARN sera après l'ARN qui a été transcrit, on va avoir l'ARN messager qui va être traduit en pré-protéine de haut poids moléculaire. Et après, cette protéine de haut poids moléculaire va passer dans le réticulum endoplasmique, puis dans le Golgi, et enfin finir par des grammes sécrétion. Donc la notion qui est importante à comprendre, c'est que si l'enzyme doit être sécrétée, elle sera soluble dans le système endomembranaire et on pourra la retrouver dans la circulation sanguine, alors que si elle est à destination de la membrane, elle sera membranaire dans le système endomembranaire. Et donc, tout au long de ce passage dans le réticulum endoplasmique, dans le système de Golgi, etc., elle va subir des modifications protéolytiques qui vont permettre de la rendre fonctionnelle. Bon, soufre, des hydroxylations, donc tout un tas de réactions biochimiques qui vont permettre finalement de lui donner une structure tertiaire optionnelle et ainsi une maturation de la préenzyme en enzyme. Donc les principales caractéristiques des enzymes. Donc une enzyme, elle abaisse l'énergie d'activation d'une réaction, mais comme je vous l'ai dit, elle ne modifie pas la quantité nette d'énergie qui est apportée au système ou qui est libre ou qui est libérée par le substrat au cours de la réaction. Donc ça, je ne sais pas si c'est une notion que vous arrivez à bien visualiser ou pas. Elle abaisse l'énergie d'activation d'une réaction, mais elle ne modifie pas la quantité nette d'énergie qui est apportée au système ou qui est libérée par le substrat au cours de la réaction. C'est pas... Ouais. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Si je représente... Si je représente delta E, donc l'énergie, en fonction de delta T, vous allez avoir A plus B réactant. A plus B, on va devoir leur apporter une certaine quantité d'énergie pour après obtenir le produit C, et donc qui se traduit par une énergie qui est inférieure à celle des réactants. On va vers une diminution de l'énergie du système, et vous avez vu qu'en thermodynamique, que quand je diminue l'énergie d'un système, j'apporte de la stabilité. Le système tend toujours vers la diminution, vers l'état d'énergie le plus stable, donc le moins élevé. Du coup, dans le cas d'une réaction enzymatique, cette énergie d'activation à apporter va être réduite. Et donc, quand A plus B vont vouloir aller à C, le chemin va être plus court. Et c'est là où j'aurai mon complexe enzyme-substrat, AEB, qui se caractérise donc par un delta d'énergie d'activation inférieur au delta d'énergie d'activation initiale. Du coup, une enzyme abaisse l'énergie d'activation d'une réaction,
mais ne modifie pas la quantité nette d'énergie qui est apportée au système et qui est libérée par le substrat. C'est-à-dire ma molécule, mon produit C, possède la même quantité d'énergie à la fin dans une réaction enzymatique ou non enzymatique. C'est clair? Donc les enzymes diffèrent des catalyseurs chimiques par la structure chimique. Les catalyseurs sont des composés minéraux, on en a vu plein en chimie organique ensemble, alors que les enzymes sont des composés organiques. Donc une enzyme ne subit aucun changement chimique au cours de la réaction qu'elle catalyse. La fixation d'un substrat sur le site actif d'une enzyme a toutes les caractéristiques d'ailleurs de la fixation d'un ligand sur une protéine. Ça, c'est des cours que vous verrez également l'année prochaine de pharmacologie, entre la liaison d'un ligand qui peut être une molécule physiologique ou un médicament, une petite molécule sur une protéine, donc une structure macromoléculaire. Donc une enzyme augmente la vitesse d'une réaction chimique, mais n'induit pas une réaction qui n'aurait pas lieu en son absence. Elle est, entre guillemets, seulement là pour aider. C'est clair? Donc il y a deux grandes catégories d'enzymes qui existent. On a les enzymes qui sont purement protéiques, qui ne sont constituées que d'acides aminés, comme la ribonucléase pancréatique, qui est une enzyme qui est située dans les sucs pancréatiques, qui permettent du coup d'être excrétée au niveau de la vésicule biliaire et de favoriser l'absorption des graisses au niveau de l'intestin. Et les enzymes qui sont en deux parties, une partie protéique, qu'on appellera apoenzyme, et une partie non protéique, qu'on appellera le cofacteur. Donc le cofacteur, c'est un métal présent à l'état de trace, donc ça peut être le magnésium, le fer, le manganèse, le cuivre, le zinc. L'activité enzymatique sera portée par la partie protéique de l'enzyme, l'apoenzyme, qui donc portera le site actif. La fixation de l'un de ces métaux sur l'enzyme va modifier la conformation de l'enzyme, lui permettant d'agir avec le substrat. Donc deux grandes catégories d'enzymes. Une première partie purement protéique, et après en deux parties, une partie protéique et une partie non protéique. Donc, le cofacteur peut aussi être une molécule organique, le plus souvent de faible poids moléculaire, qui participe directement à la réaction comme un des substrats, coenzyme. Une enzyme complètement active sur le plan catalytique avec son coenzyme ou son ion métallique est appelée holoenzyme. L'activité catalytique appartient à l'apoenzyme, structure protéique, donc à la composante protéique. Et je vous ai mis une petite équation de résumé. Vous avez par exemple ici le réactant R qui porte 2 hydrogènes. Un des buts du coenzyme, par exemple, ce sera à travers une première étape de réaction enzymatique de porter ce groupement protonique le temps que R puisse être transformé en P. Et à la fin, à l'aide d'une deuxième enzyme, de transporter ces deux groupements de H sur le produit à l'état final. Coenzyme qui va nous permettre de modifier cette conformation de l'enzyme pour que la réaction puisse avoir lieu. C'est clair? Du coup, les différents types d'enzymes, c'est quoi? Donc déjà, il y a les enzymes qui sont quoi? Purement protéiques. Voilà. Donc il y a des enzymes qui sont purement protéiques. Et comment? Donc, elles n'ont pas de nom particulier. Donc, je vous ai donné un exemple, la ribonucléase pancréatique. L'autre type d'enzyme s'appelle comment? En deux parties. En deux parties. Le nom, on parlera d'holoenzyme. Du coup, vous allez avoir les holoenzymes. Une holoenzyme va être composée de quoi? Une partie coenzyme et cofacteur. Le cofacteur qui peut être quoi? Qui va avoir deux natures possibles. Une nature minérale, on parlera effectivement de cofacteur, ça va être un nom qui va être général, ça va pouvoir englober les deux types, et un nom qui est à la fois particulier, on ne parlera que de cofacteur minéral. Du coup, vous avez cofacteur minéral et quoi? Non. Organique. Parce que minéral, du coup, tu vas avoir les métaux sous forme ionique et organique. Et donc, la partie qui n'est pas le cofacteur, mais l'autre partie s'appelle l'apoenzyme. Excellent. Qui est donc la partie purement protéique. Le site actif est porté par qui? Par, je l'ai entendu, l'apoenzyme. Donc, l'apoenzyme porte le site catalytique. C'est clair? Oui. Mais du coup, c'est quoi la différenciation entre les deux enzymes? Entre les deux types d'enzymes? En soi, la réaction enzymatique
Ah oui, c'est important ça aussi, c'est qu'une enzyme va catalyser une réaction enzymatique particulière. Donc en soi, les deux vont avoir la même fonction enzymatique. Ce qui va changer, c'est qu'une enzyme 100% protéique, elle aura besoin de rien pour agir. Elle pourra directement exercer son activité, alors qu'une holo-enzyme aura besoin d'un cofacteur, c'est-à-dire soit d'un minéral, soit d'une substance organique, telle que l'ATP, pour pouvoir agir et pour pouvoir produire sa réaction chimique. Ce qui fait qu'il y a une sorte de régulation physiologique qui s'instaure avec l'holo-enzyme, vu que l'activité enzymatique va être dépendante d'une substance annexe et que l'enzyme sera des fois sous forme inactive sans son cofacteur ou sous forme active son cofacteur. Là, on va s'intéresser plus à cette notion de coenzyme. La définition à bien savoir, c'est un composé organique de nature non protéique Pierre a quitté le Zoom, il se remet dans quelques instants. Ouais, ça on a compris. Voilà. Le partage est en pause. Et oui, ça quoi, un tablette de merde. Sur
Voilà, donc petit problème technique, on revient. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour le cours d'enzymo, vous m'entendez? Parfait. Allez, nickel. Hop. Pierre, Oui, on peut remettre un avis. Ouais, c'est super intéressant. ça va. Bah, si quelqu'un se chauffe. Hein. Alors, du coup, on en était sur les précurseurs des coenzymes. Donc, il y a les vitamines hydrosolubles. On a parlé de la vitamine C. Donc, j'en étais au moment voilà, nécessaire à l'hydroxylation des résidus prolines du collagène, protéines clés du tissu conjonctif et également protéines clés de la partie protéique de la matrice osseuse. La vitamine B, composant des coenzymes. Donc, par exemple, vous avez, mais ça ne retenez pas, la vitamine B6, qui est le précurseur de l'acide folique qui est nécessaire à la maturation de l'ADN et finalement à la coordination de la maturation nucléocytoplasmique, le fait que vos cellules se divisent bien, ce qu'on donne d'ailleurs aux femmes enceintes, des compléments en acide folique. S'il y a des déficits, ça peut faire des anémies. Les vitamines liposolubles, donc la vitamine A, précurseur du rétinal, qui va intervenir dans le système de la vision. La vitamine D, qui est le régulateur du métabolisme du calcium et du phosphore, et qui en fait va réguler l'absorption du coup de ces composés au niveau de l'intestin et de l'estomac, impliqué du coup dans la régulation du métabolisme phosphocalcique. La vitamine E, qui est un antioxydant des membranes. La vitamine K, qui est un acteur de la carboxylation du glutamate, et quand vous ferez de l'hématologie, dans vos filières, en pharmacie médecine, vous verrez comme quoi c'est une vitamine fondamentale qui intervient dans la synthèse de plusieurs facteurs de la coagulation et dont les déficits génèrent plusieurs pathologies. Donc tout ça, c'est des précurseurs des coenzymes. Propriété générale, donc les coenzymes et cofacteurs sont stables à la chaleur. Ils sont de faible masse moléculaire et ne sont pas responsables de la spécificité des enzymes. On a dit que c'était la partie protéique, l'apoenzyme, qui portait du coup cette réaction enzymatique. Ils sont là pour aider les enzymes à avoir la réaction catalytique. Donc, à l'inverse des substrats qui sont transformés en produits durant la réaction enzymatique, ces coenzymes finissent toujours par retrouver leur état initial. Par exemple, un même coenzyme tel que l'ATP, donc vous savez ce que c'est, peut être utilisé par des enzymes de spécificités différentes, mais exerçant le plus souvent un même type d'effet sur le substrat. La reconnaissance est liée à la structure de l'apoenzyme. Par exemple, je ne sais pas si vous avez fait le cycle de Krebs déjà en U1. Non? Vous verrez que l'ATP, ça va être un coenzyme qui va être impliqué dans plusieurs réactions enzymatiques au cours du cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, c'est quoi? C'est à partir d'acétyl-CoA, de pyruvate, qui peut venir soit de la glycolyse, donc la dégradation de sucre dans l'organisme, ou même, je ne crois pas que vous voyez en passer, c'est après, ou même de la dégradation de corps lipidiques d'acides gras avec l'hélice de bêta-léyène. Vous allez avoir ce cycle de Krebs qui a pour but de produire de l'énergie, c'est-à-dire de dégrader ce composé initial, le pyruvate, au cours de plusieurs réactions successives, afin de produire des transporteurs électroniques, des électrons qui vont aller au niveau des mitochondries, réaliser une phosphorylation oxydative et produire l'ATP, qui est donc une molécule qui va pouvoir stocker dans les liaisons phosphate, c'est une molécule qui est triphosphatée, une quantité d'énergie qui sera libérée lorsque les besoins physiologiques s'en font ressentir. Donc vous allez par exemple avoir dans le cycle de Krebs l'enzyme telle que l'acétyl-CoA carboxylase, la pyruvate carboxylase, la pyruvate décarboxylase, qui vont nécessiter de l'ATP, qui est donc le coenzyme de ces réactions enzymatiques. Donc les différents types de coenzymes donc, à distinguer, on a les réactions auxquelles participent les coenzymes qui sont des réactions de transfert d'électrons, de protons, de groupements phosphate, et servent en général d'accepteurs temporaires, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, lorsque je vous avais donné l'exemple, par exemple, d'un radical. Si on est, par exemple, dans des réactions de transfert de protons, on avait vu tout à l'heure, comme quoi, voilà, vous aviez un réactant qui portait 2 hydrogènes, que je mets en contact avec une enzyme E1, plus bien sûr le coenzyme C. Le coenzyme C qui va servir d'accepteur temporaire de ces 2 protons, permettant aussi la transformation en produit. Et après, la dernière étape finale, où je vais avoir, avec une deuxième enzyme, le double transfert de ces protons sur mon produit, avec la restitution de mon coenzyme à l'état final. Donc, on va distinguer les coenzymes activateurs au groupement prosthétique, qui sont fortement liés à la coenzyme par des liaisons covalentes. Du coup, il y a partage d'électrons de doublés liants entre 2 atomes formant une liaison covalente. Ils ne se détachent pas de la coenzyme au cours de la réaction. C'est le cas, par exemple, de la flavine adénine dinucléoside.
et les coenzymes transporteurs ou cosubstrats qui se dissocient facilement de la coenzyme. S'ils se dissocient facilement de la coenzyme, c'est-à-dire que les liaisons sont faibles. Et c'est quoi les différents types de liaisons faibles en chimie? De quoi? Non, de liaisons faibles. Pas de liaisons covalentes. Quels sont les différents types de liaisons faibles en biochimie et en chimie générale? Carbone, hydrogène. Tu voulais dire liaison hydrogène? Quand il y a deux hydrogènes entre eux. Alors. Quand un hydrogène, il va être lié à quelque chose. Parce que son électronégativité est faible. Oui, oui, je parle des liaisons hydrogènes, mais attention, ce n'est pas deux hydrogènes entre eux dans les liaisons hydrogènes. C'est quand tu as par exemple un groupement OH, et ici par exemple, tu vas avoir un acide carboxylique, et du coup, tu vas avoir une liaison faible. La liaison hydrogène, c'est entre un atome faiblement électronégatif, qui va se lier de façon faible, donc sans liaison covalente, à un atome fortement électronégatif, sachant que cet atome faiblement électronégatif est lui-même lié à un atome fortement électronégatif. Donc ça, c'est une liaison hydrogène, c'est une forme de liaison faible, il n'y a pas d'interaction covalente. Vous connaissez quoi d'autre? Vous avez vu au lycée et au collège? Le sel de table. Le sel de table. Non, c'est la soude, ça. NaCl. Le sel de table, c'est pas des liaisons covalentes dedans, c'est quoi? Liaison ionique. Donc vous avez des liaisons hydrogènes, des liaisons ioniques. Vous avez quoi d'autre? Si vous mélangez des huiles ensemble dans de l'eau, ça ne se mélange pas. Des liaisons de Van der Waals, des liaisons apolaires, hydrophobes. Donc, le coenzyme se retrouve son état initial que lors d'une seconde réaction, c'est ce que j'ai représenté là, faisant intervenir une deuxième enzyme, comme par exemple l'ATP. Quand l'enzyme est inactif, le coenzyme n'est pas fixé à l'enzyme. Donc, je vous ai mis un exemple, c'est l'aminoacétyltransférase, qui est une enzyme qui va fixer l'acide aminé sur l'ARN de transfert lors de la traduction. Parce que vous savez que lors du coup, de la traduction, vous allez avoir vos ARN messagers qui vont sortir de votre noyau. Ces ARN messagers vont aller dans le cytosol. Il va y avoir une fiction donc, de ribosome au niveau de ces ARN messagers. Et en fait, c'est les ARN de transfert, parce que vous savez qu'il y a trois types d'ARN, messagers, transfert et ribosomaux. C'est les ARN de transfert qui vont fixer un acide aminé, qui vont se fixer dans le complexe ribosomal et qui vont permettre ainsi de synthétiser la protéine, en tout cas la séquence d'acides aminés, à partir de l'ARN messager. Donc c'est la réaction qui est présentée ici. Vous avez l'aminoacyltransférase qui va porter un acide aminé. Et en fait, grâce à ce coenzyme qui est l'ATP, l'ARN de transfert va pouvoir lier le tout et l'apporter au niveau du complexe ribosomique. Donc les enzymes qui nécessitent des coenzymes catalysent des réactions dans lesquelles quelques atomes, tels que AH, CO, CH3, méthyle, sont soit extraits, soit ajoutés au substrat. Maintenant, une notion d'isoenzyme, et on y reviendra à la fin des 3 heures si on a le temps avec cette notion de lactate déshydrogénase. Donc, de nombreuses enzymes apparaissent sous plus d'une forme moléculaire dans la même espèce, le même tissu ou la même cellule. Dans chaque cas, les formes différentes de l'enzyme catalysent la même réaction, mais puisqu'elles ont des propriétés cinétiques différentes et une séquence en acide aminé qui est nettement différente, ils peuvent être distingués et séparés par des procédés appropriés, tels que des électrophorèses sur gel d'agarose, etc. À l'origine, un seul gène est capable de donner plusieurs protéines. La maturation des différents ARN messagers, leurs différentes localisations subcellulaires donnent des protéines différentes. C'est le phénomène de l'épissage alternatif. Différents ARN messagers qui vont coder plusieurs protéines qui auront la même activité enzymatique. Donc ces formes multiples d'enzymes sont des isoenzymes ou isozymes. C'est clair? Ouais. Ouais. Du coup, on avait vu qu'à partir d'un gène, l'ADN, vous savez qu'un gène, la notion de gène mosaïque, qui n'est pas constituée que de séquences codantes, il y a des séquences qui sont codantes, des séquences qui ne sont pas codantes. Les séquences qui sont codantes, c'est les... Dans l'ADN, des acides aminés? Les nucléotides. La séquence nucléotidienne. Entre exon et intron, c'est lesquels les codants?
Exons. Du coup, vous allez avoir des exons. Donc, imaginez, voilà, ici, vous avez un gène, par exemple, le gène de, je ne sais pas, le gène de l'exokinase. Attends, je sais pas. Ouais. Donc, l'exokinase, c'est quoi? L'exokinase, c'est une enzyme qui fait que le glucose, en fait, qui passe dans votre sang, ne pourra rentrer à l'intérieur de votre cellule que sous une forme, c'est s'il est lié à un atome de phosphore. C'est que à ce moment-là que les récepteurs situés sur la membrane plasmique de votre cellule reconnaîtront la molécule de glucose 6-phosphate et permettront son entrée intracellulaire. Du coup, l'exokinase, en général, quand vous avez kinase, vous savez pouvoir ajouter du phosphate. C'est cette réaction-là. Glucose, en gros, je vous la fais simple, plus phosphate, exokinase, HK, qui donne G6P, glucose 6-phosphate, qui peut donc rentrer dans la cellule et être stocké. Et après, à l'inverse, quand le glucose doit être sorti, libéré, si vous êtes à jeun, etc., et que vous avez une glucagonémie qui est diminuée avec une insulinémie haute, le G6P pourra ressortir. Donc, cette exokinase, elle peut être retrouvée dans plusieurs parties de votre corps. Par exemple, vous allez avoir l'exokinase qui va permettre l'entrée dans les cellules intestinales, dans les cellules musculaires, etc. Donc, à différents endroits de votre organisme, vous allez avoir cette enzyme. Mais cette enzyme qui catalyse la même réaction chimique peut avoir des formes différentes. Celle que vous aurez dans votre cœur ne sera peut-être pas la même que celle que vous aurez dans votre mollet. Comment ça s'explique? Vous avez le gène de l'exokinase, composé du coup d'exons et d'introns. Par exemple, vous avez exon 1, un intron, exon 2, un intron, exon 3. Vous allez avoir la traduction en pré-ARN messager. Vous allez avoir transcription des séquences connantes et non connantes. Donc, vous allez avoir du coup ici, toujours pareil, E1, E2, E3. OK? Puis, il va y avoir le processus du coup d'épissage alternatif. L'épissage alternatif, c'est quoi? Ça va être... D'ailleurs, c'est laquelle la base qui diffère entre l'ADN et l'ARN? C'est quoi la différence entre l'ADN et l'ARN? C'est un but en... Non. Ouais, déjà, il y a ça. Déjà, il y a le sucre qui change. Là, il y a un désoxyribose. Là, c'est un ribose. Et ensuite, c'est quoi? C'est quoi les bases de l'ADN, les 4? ATCG. C'est quoi? ATCG. Ouais, du coup, en nom complet. A. A. T. C. G. Les bases pyrimidiques, c'est lesquelles? Comment? Il y a les bases pyrimidiques, les bases puriques. Ouais, il y a ça. Donc, prenez les bases pyrimidiques, cytosine, thymine, les bases puriques, adénine, guanine. Et dans l'ARN messager, vous avez le remplacement de la thymine par un uracile. Donc, vous allez avoir le phénomène d'épissage alternatif. Le phénomène d'épissage alternatif, c'est ce qui fait qu'à partir de 30 000 gènes dans votre organisme, vous allez pouvoir avoir plus d'1 million de protéines au final. Parce que, par exemple, en dépissage alternatif, je peux avoir sélection de l'exon E1, l'exon E2. Ça me donne un ARN messager E1 plus E2. Sélection de E1, E3. Je vais avoir un ARN messager E1 plus E3. Et vous avez compris les différentes possibilités. E2 plus E3 également. Du coup, je vais obtenir différents ARN messagers à partir de ces exons qui vont pouvoir me donner différentes enzymes. Enzyme 1, enzyme 2, qui catalyseront la même réaction chimique, mais qui auront, non pas au niveau du site actif, parce que le site actif est spécifique de la réaction, mais au niveau de l'autre partie de l'enzyme, si vous voulez le globule, qui ne sert à rien, l'autre partie, auront des séquences en acides aminés différentes, et donc seront différentes. Et donc ça, ce sera des isoenzymes. OK? C'est plus clair? Donc, on va commencer la partie sur la cinétique enzymatique. On insistera beaucoup dessus en partie 2. Donc, la capacité catalytique des enzymes est très diverse. L'activité catalytique d'une enzyme est mise en évidence par l'étude de sa cinétique, c'est-à-dire par la vitesse à laquelle elle catalyse une réaction dans différentes conditions expérimentales. Donc, en 1913, Leonard Michaelis et Maud Menten ont décrit la relation mathématique entre la concentration du substrat et la rapidité
de la réaction enzymatique mesurée par la quantité de produits formés ou de substrats consommés en un temps donné. On a déterminé la vitesse initiale pour une série de mélanges contenant la même quantité d'enzymes pour des concentrations croissantes de substrats. Et on voit bien que la vitesse initiale de la réaction varie beaucoup avec la concentration du substrat. Cet effet repose sur la capacité de chaque enzyme. Donc, lorsque la concentration du substrat est faible, les molécules d'enzymes sont soumises à un nombre relativement limité de collisions avec le substrat pendant un temps donné. Donc, les molécules de S sont facteurs qui limitent la vitesse. À l'opposé aux concentrations élevées de substrat, les enzymes entrent en collision avec les molécules de substrat plus rapidement que celles-ci ne peuvent être transformées en produits. Lorsque le substrat est très concentré, les molécules enzymatiques individuelles travaillent donc à leur capacité maximale. Donc, la vitesse est limitée par les molécules d'enzymes. C'est clair, ça ou pas? Ouais? Parce que chaque année, ça bug. Du coup, au cas où, lorsque la concentration du substrat est faible, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'enzymes pour pas beaucoup de substrat, bah, du coup, la probabilité que mon substrat rencontre une enzyme est très élevée, et donc mes enzymes sont confrontées à un nombre de collisions limitées avec le substrat. Donc, ce qui va limiter la vitesse de la réaction, c'est le substrat. Par contre, si j'ai beaucoup de substrat, pas beaucoup d'enzymes, là, par contre, mon enzyme ne pourra pas s'occuper de tous les substrats, donc ce qui va limiter la vitesse de réaction, c'est l'enzyme. OK? En fait, ça, au final, à quoi ça va servir? Bah, par exemple, si dans votre laboratoire de biologie médicale, vous souhaitez mesurer un substrat, donc je veux mesurer la quantité de substrat, et je sais que ce substrat va être pris en charge par ces enzymes. Je vais mettre mon substrat en réactif limitant, parce que du coup, je pourrais mesurer la vitesse, parce qu'une fois qu'il y aura plus de transformation, que je détecterai plus de transformation de mon substrat en produit, ça veut dire que mon substrat aura été totalement consommé. Donc ça, par exemple, ça se fait au laboratoire avec des spectrophotomètres. Vous l'avez vu au lycée, ça, la loi de D'Alembert, par exemple. Voilà. Donc j'aurai delta A égale coefficient d'absorption molaire spécifique LC. Du coup, quand je lancerai ma réaction, je regarderai la variation d'absorbance. Et à partir du composé que je veux doser à une longueur d'onde donnée, son coefficient d'absorption molaire spécifique, la longueur de la cuve, je pourrais retomber sur la concentration et je pourrais ainsi donner la concentration du substrat que je cherche. Et c'est comme ça que sur reprise de sang, il y a de nombreux substrats qui sont recherchés. Par exemple, les alates, les azates, vous savez, tous ces trucs-là, là, les enzymes hybrides, les transaminases. À l'inverse, si je veux mesurer l'activité d'une enzyme, je veux savoir si l'enzyme de mon patient, elle fonctionne bien ou pas, eh ben, je mettrai mon enzyme en condition limitante, histoire d'essayer de voir à quelle vitesse elle va transformer cette quantité de substrat, à quel moment ça ne marchera plus, et voir si au niveau de la cinétique, au niveau de vitesse de réaction, l'enzyme de mon patient présente un déficit ou pas. OK? Lorsque la concentration du substrat augmente progressivement, l'enzyme se rapproche d'un état de saturation. Donc la vitesse à ce point théorique de saturation est la vitesse maximale appelée Vmax. Donc en fait, ça c'est un modèle. Mais il y a plusieurs modèles en enzymologie. Donc vous, au niveau Bac plus 1, vous n'avez que le modèle de Michaelis-Menten. OK? Donc c'est celui qu'on va voir et qui est utilisé, mais vous avez d'autres types de représentations, si vous les verrez plus tard, les représentations de Aidy-Stoff, de Linever-Beber, etc. Bon, là, on s'intéresse sur une représentation qui est celle de Michaelis et Menten, qui est la plus vieille, mais utile. La constante de Michaelis, déjà, le Km, ça va être égal à la concentration de substrat au moment où la vitesse de réaction atteint la moitié de Vmax. Donc déjà, première chose, l'unité de Km, ça va être quoi? Comme en Zimo, c'est ça la merde, c'est les unités. D'ailleurs, vous n'aurez pas de calcul en première. Mais questions sur les unités, ça peut. Km, c'est quoi du coup son unité? Voilà, c'est mal parlé, en molaire. Hein. C'est une concentration. Et cette concentration, on la lie à Vmax sur 2. OK? J'y reviens après. Comme son nom l'indique, le Km est une constante pour une enzyme donnée. Elle est indépendante du substrat et de la concentration de l'enzyme. La meilleure estimation de la relation entre Vmax et Km est donnée par l'équation de Michaelis-Menten
vous avez du coup la vitesse, ici c'est V, mais en fait c'est VI, la vitesse initiale, la vitesse que j'ai au temps 0. J'injecte le médicament dans l'organisme, temps 0. Donc VI égale Vmax fois la concentration en substrat divisé par substrat plus Km. Et donc, si jamais S est égal à Km, la vitesse initiale sera égale à la vitesse sur vague divisée par 2. Du coup, qu'on peut utiliser pour tracer le graphique. Donc, plus le Km est petit, plus l'affinité est grande entre enzyme et substrat et inversement. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Nickel? Non? Pas trop. En gros, si je représente les concentrations en molaires en fonction, non, plutôt si je représente la vitesse en molaires minute moins 1, en fonction de la concentration en molaires ou du temps. Dans le cas d'une réaction sans catalyseur, sans enzyme, la cinétique réactionnelle sera environ comme ça. Donc en gros, vous êtes à jeun, vous avez plus de sucre dans le sang, vous avez du sucre, vous avez le temps de crever vu que c'est trop long. La cinétique de Michaelis et Menten, elle révèle un modèle mathématique traduit par cette équation. Et du coup, la représentation de cette équation, ça donne une courbe à allure logarithmique. Okay, ça, c'est la représentation de Michaelis et Menten. Là, vous n'avez pas d'enzyme. Là, vous avez une enzyme. Donc, sur ce graphe, on peut lire plusieurs paramètres cinétiques. Par exemple, ce seuil de saturation, on pourra lire quoi? Vmax. Et en fait, le Km, ça va être ce qu'on va lire à Vmax sur 2. Donc, sur mon graphe, je prends Vmax, j'ai ça. Je prends Vmax sur 2. Et tout simplement, je lis ici la constante de Michaelis et Menten, qui est donc une concentration. OK? Donc, ce Km, c'est important à retenir qu'il est spécifique de l'enzyme. C'est la caractéristique d'une enzyme, c'est ce qu'on peut donner, c'est un peu son passeport. Donc maintenant, imaginons que, pour voir si vous avez compris, pareil, vous êtes au laboratoire de biologie médicale, vous avez mesuré le Km de l'enzyme recherchée du patient, vous trouvez 0,25 molaires. Sauf que vous savez que le Km habituel qu'on retrouve dans cette enzyme, les valeurs biologiques usuelles, donc ça c'est le Km patient, les valeurs biologiques usuelles donnent un Km de 0,1 molaire. Est-ce que c'est l'enzyme patient qui possède le plus d'affinité avec le substrat ou pas? J'ai une question. Le molaire, c'est quoi cette unité? Ah, Mol par litre? Ouais, molaire, en fait, c'est l'abréviation quand à la fin d'écrire mol par litre. Ah. C'est juste ça. Oui. L'affinité, elle est faite. Alors, du coup, lequel des deux représente une affinité la plus forte pour le substrat? C'est le deuxième. C'est le deuxième. Excellent. Pourquoi? Parce qu'en fait, Km, il est plus petit. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Ça veut dire qu'ici, avec 0,01 mol par litre, donc avec cette quantité d'enzyme, je vais atteindre Vmax sur 2. Alors qu'avec le patient, son enzyme elle fonctionne moins bien, vu qu'il faudra 0,25 mol par litre, donc vous voyez le facteur quand même d'amplification, pour atteindre ce Vmax sur 2. C'est clair? C'est la dernière phrase. Plus le Km est petit, plus l'affinité est grande entre enzyme et substrat. Oui. J'ai pas trop compris là, le Km patient et le Km. Ok. Donc, tu es au laboratoire, tu as ton enzyme que tu cherches, tu mesures avec tout ce que je t'ai dit, etc. Tu trouves une valeur de Km. Donc, tu veux mesurer une activité enzymatique. En vrai, c'est un peu désuet. Il y a d'autres facteurs. Ouais. Du coup, tu mesures ta constante de Michaelis et Menten. Tu obtiens pour le patient son enzyme qui est à 0,25 molaire. Sauf que tu sais, dans les valeurs biologiques usuelles,
Donc, valeurs biologiques usuelles, c'est des valeurs qu'on a pour tout le monde. Tu sais par exemple que toi, tu vas te faire mesurer ta prise de sang, on va te donner ton valeur par exemple d'hémoglobine. Mais tu sais que vu que tu es un homme, ta valeur d'hémoglobine doit être entre 130 et 170 grammes par litre. Tu vois. Donc là, la valeur biologique usuelle, elle est de 0,01 molaire. La question, c'est pour lequel des deux Km, l'enzyme présente une affinité supérieure pour le substrat. Et bien en fait, ça va être le Km usuel. Pourquoi? Le Km, c'est une concentration. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 0,01 molaire, donc pour 0,01 mol d'enzyme dans un litre, je vais atteindre le Vmax sur 2. Donc il me faut une toute petite quantité d'enzyme pour obtenir rapidement ce seuil. Alors qu'avec le patient 0,25 molaire, il me faudra 0,25 mol dans un litre, donc beaucoup plus d'enzyme, pour atteindre ce Vmax sur 2. Donc mon enzyme patient est déficient, elle fonctionne moins bien. Ok? Ça va, merci. C'est clair? Donc sur cette notion de vitesse de réaction enzymatique, du coup, elle va être mesurée à partir de la quantité de produits formés ou de réactifs disparus par unité de temps. L'affinité de l'enzyme pour son substrat est donnée par la constante de Michaelis, Km, dans le cas d'une enzyme simple avec un seul site de fixation, c'est la condition d'application. Ce modèle mathématique est valable que si c'est une enzyme qui a un seul site de fixation. Ok ? Et donc, juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les interactions un peu, quand est-ce que je mesurais l'activité d'une enzyme, quand est-ce que je mesurais l'activité d'un substrat. Du coup, quand j'obtiendrai cette courbe en laboratoire, le truc qu'il faudra comprendre, c'est que si soit je me place ici, dans la zone proche de la saturation, et si je me place dans la zone qui juxtapose cette zone de saturation, ça veut dire quoi? Il se passe quoi ici? Il n'y a plus de réaction. S'il n'y a plus de réaction, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus d'enzyme ou qu'il n'y a plus de substrat? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de substrat. C'est-à-dire que le substrat, c'est le réactif limitant. Donc ici, en fait, si je veux mesurer un substrat, je regarderai ici. Et pour atteindre rapidement cet état de saturation, je m'arrangerai pour que dans mon tube à essai, la concentration en substrat soit supérieure au moins à 10 km. Parce qu'avec l'équation de Michaelis et Mentens, si vous avez S, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais si vous avez S supérieur ou égal à 10 km, si vous faites le calcul d'une équation, vous trouverez ainsi que la vitesse initiale sera directement supérieure à 99% de la Vmax. Alors que si je mesurais, comme j'ai fait là avec le KM de mon patient, une activité enzymatique, je me placerai ici. Parce que ici, c'est quoi? C'est le début, il n'y a pas encore assez de substrat, donc c'est mon enzyme qui est mon limitant. Du coup, là, je mesurerai une activité enzymatique. Je mesure AE. Et je m'arrangerai ainsi pour que S soit inférieur ou égal à 0,1 km. Petite parenthèse. Et c'est un peu pour vous montrer à quoi ça peut servir. Tout ça. Pour l'apprendre par cœur, ça? De quoi? Ouais, en QCM. Jamais ça tombe. Ouais, comprendre, ouais, ce qui pourra tomber au concours. De toute façon, je mettrai des exemples de QCM. Ça va être éventuellement l'équation, s'ils peuvent mettre une nerve dedans. Ça va être l'unité du KM. Ça va être la forme de la courbe, peut-être. Je vais vous dire parabolique, pas parabolique, KM, Vmax sur 2, pas Vmax sur 2. Mais je ne sais pas, je ne crois pas qu'il est. Et en fait, c'est important à comprendre, surtout pour les inhibiteurs, ça, je vous développe ça maintenant. Parce qu'on travaillera sur les inhibiteurs enzymatiques, on va comparer des KM, des Vmax et tout. Donc, on va avoir bien compris ces notions. Et là, ça tombera. Et pas sous forme de graphe, sous forme de phrase. Donc, les enzymes sont de vrais catalyseurs. Ils augmentent considérablement la vitesse des réactions chimiques spécifiques qui ne pourraient se produire que très lentement. Ils augmentent la vitesse des réactions en abaissant leur énergie d'activation. Donc, une réaction chimique telle que A plus B donne AB s'effectuera car une certaine fraction des molécules A et B arrivées à un moment donné possèdent plus d'énergie interne que le reste de la population, énergie suffisante pour les amener au sommet de la colline énergétique à une forme réactive appelée état de transition. C'est ce que je vous ai représenté un peu tout à l'heure. Donc là, au début, vous avez les réactants A plus B. Vous voyez que sans enzyme, et ben, du coup, je vais nécessiter une grande énergie d'activation pour pouvoir
amener mes molécules A et B au sommet de la colonne énergétique, c'est-à-dire le moment où mes réactifs A et B sont tellement dotés d'énergie qu'elles vont être capables de réagir entre elles pour donner mon produit C. Okay, donc ça nécessite une certaine énergie d'activation, alors qu'avec une enzyme, cette énergie d'activation est diminuée, j'en ai besoin de rien, de moins, vu que l'enzyme va créer une sorte de micro-environnement autour de A et B qui va faciliter, si vous voulez, entre guillemets, leur rapprochement ou au contraire leur désagrégation, et qui donc va permettre une diminution de l'énergie d'activation, donc moins d'énergie à fournir. Donc les substrats A et B en conditions normales requièrent une quantité d'énergie considérable E1 pour atteindre l'état de transition AB, à la suite duquel le produit de la réaction AB peut se former. Donc l'enzyme crée un micro-environnement dans lequel A et B peuvent atteindre un état de transition AEB plus facilement, réduisant par conséquence la quantité d'énergie requise E2. C'est ce que je représente une énième fois ici. A plus B qui donne AB, sans enzyme. Au niveau du coup de l'état de transition, il me faut plus d'énergie d'activation, j'ai une enzyme, j'en ai moins. Je ne modifie pas la quantité nette d'énergie substrat ou produit. Vous voyez qu'on part à chaque fois du même point, on arrive au même point. Je modifie ce delta EA, l'énergie d'activation. Donc comme il est plus facile d'atteindre un niveau d'énergie inférieur, la réaction peut avoir lieu plus fréquemment, ce qui se traduit une vitesse de réaction accrue. Donc là, voilà, je vous avais donc représenté la variation d'énergie libre lors d'une réaction enzymatique. Les enzymes diminuent l'énergie d'activation. L'énergie d'activation d'une réaction est la quantité d'énergie du coup en calories nécessaire pour amener toutes les molécules d'une mole de substance à une température donnée à l'état de transition au sommet de la barrière énergétique. Donc la vitesse d'une réaction chimique est proportionnelle à la concentration des espèces en état de transition. Donc la vitesse d'une réaction chimique sera très élevée si une grande fraction des molécules A et B se trouve dans un état de transition riche en énergie. Elle sera très faible si seulement une petite fraction des molécules A et B se trouve dans cet état de transition. C'est clair ou pas? Ouais? Non? Non? Ok. Ouais, c'est un peu chiant cette partie. Mais là c'est vraiment la partie la plus chiante du cours. Jusqu'à la fin. Et après, ça ira mieux partout. Vitesse de réaction. Il existe deux méthodes pour augmenter la vitesse d'une réaction chimique. Soit j'augmente la température, donc j'augmente la fraction ayant une énergie interne suffisante pour entrer dans l'état de transition. Donc la vitesse d'une réaction chimique est approximativement doublée par une augmentation de 10 degrés Celsius de la température. Et donc l'autre méthode consiste à ajouter un catalyseur ou une enzyme. L'enzyme se combine transitoirement au substrat A et B pour produire un nouveau complexe dont l'état de transition possède une énergie d'activation beaucoup plus basse que l'état de transition A et B dans la réaction non catalysée. Par exemple, donc les catalyseurs et les enzymes abaissent donc l'énergie d'activation des réactions chimiques. Je vous ai mis ici l'exemple d'une réaction avec le peroxyde d'hydrogène, l'eau hydrogénée H2O2, qui nous donne H2O plus une demi-mole de dioxygène. Je vous ai mis ici les énergies d'activation. Vous voyez que l'énergie d'activation pour faire cette réaction, elle est de 18 kcal par mol sans catalyseur. Elle passe à 12 kcal par mol avec du platine colloïdal, qui est donc un catalyseur chimique, alors qu'elle passe à 6 kcal par mol. Donc vous voyez 2 fois moins encore qu'avec le catalyseur chimique et 3 fois moins qu'avec le catalyseur, que sans catalyseur grosso modo, en présence de la catalase, qui est donc une enzyme avec un KM de 25 millimolaires. OK ? Maintenant, les facteurs qui peuvent modifier la vitesse de réaction enzymatique. Les concentrations déjà en enzyme et en substrat. On l'a vu, l'enzyme en présence d'une forte concentration en substrat est saturée. Quand l'enzyme est saturée, la vitesse initiale est égale à la vitesse maximale. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand l'enzyme est saturée, on estime que quand la concentration en substrat, c'est égal à 10 fois Km. Donc là, j'avais 0,25 millimolaire. 10 fois, j'ai mis une concentration de substrat de 2,5 millimolaire. OK ? La vitesse initiale est égale à la vitesse maximale, c'est-à-dire que j'aurai ma vitesse initiale supérieure à 99% de ma vitesse maximale. Les concentrations en ions métalliques, les caractéristiques physico-chimiques du milieu des réactions, température pH, on y reviendra, et la présence d'inhibiteurs de la réaction enzymatique sera la dernière partie de ce cours. Donc la température, voilà, une influence sur la vitesse des réactions enzymatiques comme n'importe quelle réaction chimique.
par exemple, va varier avec la température, la structure de l'enzyme. La température peut modifier sa conformation. Par exemple, vous l'avez vu peut-être en biologie cellulaire, on peut encore sur le cours de la membrane plasmique. Les lipides de la membrane plasmique sont perturbés quand j'augmente la température. C'est le phénomène, vous savez, de flip-flop dans cette bicouche phospholipidique. Et on change le micro-environnement de la protéine, ce qui fait que la structure protéique de l'enzyme, enchâssée dans la bicouche, est alors perturbée. C'est clair, ça ou pas? Non. Parce que vous savez que la membrane plasmique, grosso modo, vous verrez en bio-C, c'est une bicouche phospholipidique. Avec donc ici le U qui est une sorte de chaîne hydrocarbonée d'acide gras libre. Et ici la boule, si vous voulez, c'est un alcool et un phosphate. Il y a des protéines qui sont enchâssées dans cette membrane. Il y a des phénomènes de flip-flop. Flip-flop, c'est qu'un phospholipide va pouvoir passer, hop, inversé d'un côté. Ici, je vais avoir directement que les bleus. J'ai un phénomène de flip-flop. Et bien ici, je vais aussi avoir un bleu. Quand j'augmente la température, je peux augmenter ce phénomène de flip-flop et ainsi perturber l'enchâssement de ma protéine si elle est par exemple transmembranaire dans ma membrane plasmique. Et ainsi perturber. C'est juste les genres de ronds qui sont en dessous qui échangent ou c'est tout? C'est tout. C'est tout. Ça s'inverse dans ma membrane. C'est le modèle, je ne sais plus comment il s'appelle en biologie cellulaire. Modèle mosaïque, je ne sais pas quoi, qui te dit en fait le fait que c'est une structure qui est en fait dynamique et tout. Et en fait, quand tu augmentes la température, tu amplifies ce mécanisme un peu. Ce dynamisme que tu as au niveau de ta membrane, ainsi tu peux perturber ta protéine enchâssée qui va se retrouver dans tout ce bordel. Donc la stabilité du complexe enzyme-substrat et l'ionisation de certains sites. Donc l'influence de la température, ça a été vraiment l'environnement de l'enzyme, la concentration en substrat, par exemple la solubilité de l'oxygène, qui est le substrat des oxydases, diminution de la concentration par augmentation de la température et arrêt diminution de la réaction enzymatique, la fluidité de la phase lipidique des membranes, c'est ce qu'on parlait là, et la concentration d'un substrat qui diminue par élévation de la température. Donc la réaction enzymatique ralentit et s'arrête rapidement au-delà d'une certaine zone de température à cause de la dénaturation de la protéine. Donc, vous savez ce que c'est, vous savez qu'une protéine peut avoir différentes structures, je ne sais pas si vous l'avez encore fait, la structure tertiaire, quaternaire, secondaire, primaire, je ne sais pas si ça vous parle. Donc c'est un ensemble tridimensionnel dans l'espace. Quand j'augmente la température, j'altère cette conformation-là. Et ainsi, si jamais je fais chauffer une protéine à plus de 90 en degrés Celsius, et ben ainsi ces structures se désagrègent. Et si vous faites chauffer ça au tube à essai, et ben vous aurez dans le fond de votre tube à essai une sorte de masse blanchâtre au fond, qui en fait est l'alignement de toutes les séquences d'acides aminés les unes sur les autres. La protéine est totalement dénaturée, elle est inefficace. Donc la température peut jouer sur ça si j'augmente tout. Donc les enzymes possèdent une température optimale à laquelle elles fonctionneront le mieux en conditions optimales qui, sans surprise, doit approcher les 37-38 degrés Celsius, température de notre corps, et peut augmenter jusqu'à 60 degrés Celsius. Si on traite la protéine jusqu'à 60 degrés Celsius, on pourra toujours avoir un retour en arrière possible et retrouver l'activité de la protéine pour conservation de cette activité optimale. Mais à plus de 60 degrés Celsius, par contre, on considère que l'activité ne sera plus que partielle, puisqu'à 100 degrés Celsius, on a dénaturé la protéine, et donc il y a ce précipité blanc qui est dans le tube à essai, qui est donc la protéine dénaturée. Il existe cependant des enzymes thermostables, telles que l'ADN polymérase utilisant la PCR, Polymerase Chain Reactions, autour de 68-74 degrés. Donc, par exemple, Zémi, pour un fossile, on extrait l'ADN et on veut l'amplifier. On utilise l'enzyme PCR à l'aide d'une TAC polymérase qui utilise le magnésium de chlorure comme cofacteur. La PCR, je vous en aviez parlé en chimie organique, non? Je ne sais plus si ça vous. Non. La PCR, c'est un bon exemple d'ailleurs d'activité enzymatique. Vous savez comment ça fonctionne la PCR? En 2-2, non? Absolument pas. Absolument pas. Je fais un prélèvement rhinopharyngé. Voilà, on a tous subi ça. Donc vous avez peut-être du Covid sur le bout. Vous vous demandez si vous avez le sida. On vous fait une prise de sang. J'ai votre tube de sang. Bon. Du coup, éventuellement, dans votre échantillon, vous pouvez avoir du matériel à rechercher. Donc ça se fait, la PCR, sur tout. Et c'est très simple à faire en laboratoire, mais c'est 15 minutes, hein, vous avez la réponse. Ça s'utilise en bactériologie, en virologie, en parasitologie. Ça s'utilise à peu près dans tout. Si on reste sur... Vous préférez quoi comme maladie? Salmonella, la peste,
Sida. Celui-là, c'est bien. Le sida, c'est bien. Bon, on va faire un prélèvement de sang, vous n'êtes pas sûr. Donc, j'ai votre tube de sang. Peut-être qu'à l'intérieur, vous avez le sida. Donc, le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, qui est un virus à ARN et pas à ADN. Donc, vous avez peut-être de l'ARN. Qu'est-ce qu'on fait au laboratoire? Transcriptase inverse. TPI. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette transcriptase inverse? Si vous avez le sida dans votre sang, et bien du coup, on va transformer l'ARN du virus de l'immunodéficience humaine en ADN. Donc peut-être que là, vous aurez l'ADN du coup viral qui sera présent dans votre échantillon sanguin. Ça s'appelle une rétrotranscriptase inverse. Ok, transcriptase inverse parce que je passe de ARN à ADN. La PCR, c'est en 3 étapes. Première étape. Donc c'est vraiment tout con. En plus, ça se fait dans une seule et même machine qui fait ces 3 étapes en même temps. Et c'est une machine genre grosse comme ça, avec un alliage spécifique, parce qu'en fait, la caractéristique de la PCR, c'est que vous allez passer en quelques millisecondes de 100 degrés Celsius à 20 degrés Celsius. Donc vous avez des métaux spécifiques qui permettent d'encaisser ça, avec des porte-tubes spécifiques pour éviter que tout fonde. Donc la première étape de la PCR, 1, je chauffe. En général, on fait un cycle à 92 degrés Celsius. Donc lorsque je chauffe mon ADN à 92 degrés Celsius, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, les liaisons faibles entre les bases azotées de mon hélice d'ADN, vous savez qu'il y a 3 liaisons hydrogène pour cytosine, guanine, 2 liaisons hydrogène, adénine, thymine, vont se séparer. Donc ma double hélice, la structure bicaténaire de l'ADN, se casse. Donc je tiens 2 brins d'ADN. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape, donc là, c'est l'étape de dénaturation. Celle qui nous intéresse, ça va être la deuxième étape, ça va être l'étape d'hybridation. L'étape d'hybridation, je vais mettre, en général, c'est à 68 degrés. Je mets des amorces. Par exemple, je dis, je cherche le sida. Et ben, je vais prendre un gène spécifique du sida, par exemple, qui va coder pour une protéine de la capside, de la matrice, une spicule sur la structure de mon virus. Je cible un gène et je mets cette amorce de manière complémentaire. Par exemple, ici, si sur votre brin d'ADN sida, vous avez, je ne sais pas, A, T, G, ben, je mettrai mon amorce TAC. Okay, c'est mon amorce. Elle va s'hybrider. Et après, je vais mettre une enzyme très particulière, la Taq polymérase. Donc la Taq polymérase, c'est une enzyme qu'on dit thermostable. Elle va fonctionner à des températures très élevées, ce qui fait qu'on pourra la mettre au début même de la réaction. En général, on fout tout dans le même tube. On lance la machine, c'est celle qui fait tout. Pourra supporter la température de 92 degrés. Parce que la Taq polymérase, c'est issu d'une bactérie thermophile que les scientifiques ont trouvé dans les cheminées volcaniques, donc qu'ils ont trouvé qu'elles se développaient là, donc qui se développaient à des températures extrêmement élevées. Et donc, une de ces applications, cette Taq polymérase, ça a été du coup cette PCR, parce que du coup, elle peut subir des variations de température extrêmes. Donc, du coup, je mets la Taq polymérase dedans. Hop. Je mets des bases, adénine, thymine, cytosine, guanine. Je fourre tout là-dedans. Il y a directement des packs qui sont déjà prévendus, en fait. Et ensuite, il y a l'étape d'élongation, qui est la 3e étape. Et en fait, à 72 degrés, donc vous avez vu, première étape à 92, 68, 72, en général, c'est le protocole basique. Et en fait, vous allez avoir l'élongation, hop, dans un sens, et dans l'autre, où la Taq polymérase va synthétiser de manière complémentaire le deuxième brin d'ADN. Donc, à la fin, j'obtiens quoi? 2 brins d'ADN. Donc, au début, alors le temps, c'est combien? Dénaturation, c'est 15-20 secondes. L'hybridation, 45 secondes. Ensuite, l'élongation, ça va être 30 secondes aussi. Donc, en gros, en 1 minute 30, vous avez fait un cycle. Je suis passé ainsi en 1 minute 30 d'un brin d'ADN à 2 brins d'ADN. Je lance un deuxième cycle. Je passe du coup de 2 brins d'ADN, 4 brins d'ADN en 3 minutes. Et en fait, la PCR suit un modèle mathématique de puissance n. Et si vous faites le test à la calculatrice, vous verrez que pour n est égal à 30,
Donc, si je fais 30 fois ce cycle, c'est-à-dire pour 35 minutes dans la machine au laboratoire, vous obtiendrez plus de 1 milliard de brins d'ADN, vu que c'est 2 puissance n. C'est une augmentation qui est exponentielle. OK? Donc, je veux savoir si vous avez le sida. Au début, une quantité infime dans votre sang. Si jamais, donc une fois qu'on a fait la PCR, on fait un séquençage, on prend le tube, on passe dans une autre machine qui va nous dire du coup s'il y a l'ADN ou pas. Ça, comment on fait? C'est en général, on fait une PCR quantitative. C'est-à-dire que quand on fait ça, on rajoute une chose, c'est qu'on rajoute des marqueurs fluorescents, pour faire simple. Des phénomènes de fluorescence, des quenchers, reporters, etc. Je ne rentre pas dans les détails, qui permettent de suivre l'évolution de la luminosité dans votre tube à essai. Du coup, si on pense que vous avez le sida, on fait ça. Si on détecte une fluorescence qui augmente en fonction du temps, et bien alors on peut conclure que vous êtes positif. OK? Pour le Covid, c'est pareil. Et vous avez eu le scandale au niveau où vous disiez Covid, c'était la PCR, parce que ce n'est pas une technique qui permet de dire si vous êtes malade. C'est une technique qui permet de vous dire si jamais on détecte l'ADN d'un pathogène au sein de votre échantillon. Et ainsi, quand on fait de la PCR quantitative, vous avez peut-être entendu parler du problème des tours en PCR, des cycles. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, parce qu'en fait, mon appareil va détecter à partir d'un certain seuil, parce que c'est nous qui programmons le nombre de cycles qu'on fait, quand la quantité d'ADN va sortir. C'est ce qu'on appelle le CT, le tube sur le bout. Parce qu'en fait, vous avez toujours en PCR, après vous allez avoir sur ordinateur une ligne de base de bruit, et en fait, je vais regarder quand est-ce que ma luminosité est sortie pour que ce soit significatif. Là, par exemple, si vous avez un CT, par exemple, si je dis, ouais, par exemple, le Covid, au tout début de la crise, on voyait si ça sortait à 25 cycles, donc n est égal à 25, on considérait que vous étiez positif. Sauf que je vous ai dit que 25 cycles, c'est environ 1 milliard d'exemplaires. Donc là, ce n'est pas parce que vous avez un petit brin d'ADN de Covid au fin fond de votre narine qui est peut-être issu d'un virus mort, qu'on a amplifié dans un tube essai comme des barbares avec contact polymérase 25 tours, que vous êtes forcément malade. Donc la polémique, c'était ça. Du coup, on détectait beaucoup de positifs et il y avait un risque d'avoir des faux positifs. Du coup, ils ont diminué. Maintenant, la norme en Europe, il me semble que c'est un CT de 22 cycles. On n'amplifie que 22 fois. Okay, histoire de dire que, bon, ça veut dire qu'à la base, je vais avoir une quantité quand même d'ARN du Covid assez significative pour pouvoir conclure. Okay, et donc, plus le patient a une charge virale élevée, plus du coup, il y en a dans son tube à la base. Donc, c'est-à-dire que là, au lieu de partir d'un brin direct, j'avais directement, je ne sais pas, 1000 brins, donc 1002 puissance n. Plus ça sortira tôt, plus votre CT sera court, plus vous serez malade. OK, la parenthèse PCR? Donc maintenant, l'effet du pH, pour définir la zone de fonctionnement du système enzymatique, la réaction enzymatique est dosée à diverses valeurs de pH en utilisant à chaque fois un tampon convenable. Donc le pH du milieu intervient sur l'état d'ionisation de nombreux sites internes à la molécule d'enzyme. Ces effets sont donc multiples sur la structure de l'enzyme, l'association entre l'enzyme et le substrat, le mécanisme réactionnel. Donc le pH joue sur les groupes amino et acides des acides aminés, ce qui va modifier leur charge. Les acides aminés se repoussent, s'attirent selon leur ionisation et donc modifier l'activité de la protéine. Donc l'état de protonation, soit du site actif, soit du site de liaison, peut en effet être identique dans l'activité de l'enzyme. L'activité catalytique des enzymes dans les cellules peut être régulée en partie par des modifications du pH des milieux environnants. Pour mieux comprendre, je vous ai mis un truc là. Voilà, c'est l'extrait de l'UE6 que vous aurez au second semestre, initiation à la connaissance du médicament. Donc, c'est donc conception du médicament, aspect chimique. Vous avez l'étude de l'ionisation selon l'équation d'Anderson-Hasselbalch, le cas d'un acide et d'une base conjuguée, ici, par exemple, l'aspirine. Donc, l'équation d'Anderson-Hasselbalch, vous savez ce que c'est? Ah oui. Non? C'est l'équation d'un système tampon. C'est-à-dire que vous avez pH, pK, plus log, de la forme basique sur la forme acide. Très utilisé en protométrie, surtout pour les systèmes tampons. OK? Système tampon, vous avez dans le même milieu acide et base conjuguée. Donc pourquoi je vous ai mis ça? Pour montrer comme quoi le pH peut influencer une molécule, un médicament comme une enzyme. Vous avez ici un acide faible. Vous voyez qu'il a une forme non ionisée, hydrophobe. Vous avez le mouvement OH. Il peut donc traverser les membranes, parce que s'il est hydrophobe, il pourra traverser une bicouche phospholipidique hydrophobe également. Donc, mon aspirine, par exemple, ici, peut être absorbée au niveau de mon intestin lorsque je prends mon comprimé. Alors que, si jamais
si jamais j'augmente le pH, que mon pH devient supérieur au pKa, alors qu'ici, je suis dans une condition où le pH était inférieur au pKa. Si le pH est supérieur au pKa, mon groupement carboxyle s'ionise, au moins Na+. Je suis donc plus sur une forme non ionisée, je suis sur une forme ionisée, qui est hydrophile, qui ne peut donc plus passer de la barrière intestinale si vous prenez votre comprimé, mais qui par contre pourra bien interagir avec le récepteur. Parce que du coup, il pourra créer une liaison ionique au niveau du récepteur. Donc vous voyez grosso modo que le pH peut modifier l'état d'ionisation d'une molécule. Et un des dilemmes lorsque vous faites de la formulation, lorsque vous travaillez sur comment concevoir une molécule qui puisse être inscrite dans un cadre d'un médicament pour que vous puissiez être absorbé, c'est trouver la bonne balance entre avoir une molécule qui est très hydrophobe et qui passe facilement les membranes, donc qui est bien absorbée, qui a une bonne biodisponibilité dans votre organisme et qui sera en quantité suffisante pour agir, et la balance, ma molécule est ionisée, il faut quand même qu'elle le soit un minimum pour pouvoir se lier avec la molécule en question. Par exemple, pour l'aspirine, avec les cyclooxygénases, qui sont des enzymes qui permettent de créer des médiateurs de l'inflammation impliqués dans les voies de la douleur. Il faut quand même que mon aspirine, même si elle soit hydrophobe, qu'elle soit bien absorbée, elle puisse se lier au niveau de ses COX, et ainsi fait que vous soulagez votre inflammation, soulagez votre douleur. Okay, c'est toute la balance dans le cadre du développement. Et après, en formulation, vous savez, tous les trucs comprimés, libération effervescente, libération continue, prolongée, gastro-résistant et tout, ça vient de cette origine-là, entre autres. Donc, les enzymes possèdent un pH optimal selon les réactions. Le complexe enzyme-substrat devra se faire à pH neutre, comme pour l'hydrolyse de l'amidon, ou encore à un pH d'environ 3 pour la pepsine ou 8 pour la trypsine, donc les enzymes gastriques. Là, par exemple, vous avez la courbe d'activité en fonction du pH de deux enzymes. C'est pour vous montrer qu'une enzyme va avoir un pH et une température optimale. On a compris que la température optimale, c'était 37-38 degrés, c'est normal, c'est celle de notre corps. Et pour le pH, ça va dépendre de l'enzyme. Dans l'estomac, les enzymes gastriques qui permettent déjà de prédigérer les différents nutriments que vous allez ingérer auront un pH optimal à 3. Alors que pour, par exemple, l'hydrolyse de l'amidon, ce sera un pH de 8, etc. C'était juste pour vous dire ça. Oui. Le pH, il est à connaître ou c'est juste des infos comme ça? Genre, il fait des pièges dessus ou... Le sprophèle, il est horrible, il fait des pièges sur tout. Donc, apprenez quand même. Non, il fait des pièges de malade. Bon, il est 26, il nous reste encore quelques minutes. Vous prenez à 10h30 pile? Vous enchaînez direct là ou pas? On a une pause de 5 minutes. 5 minutes, ouais. C'est pas. Quoique non, c'est bon, ça sert à rien. Est-ce que vous sentez vraiment de commencer un truc qu'on va pas finir? Non. Ça, c'était la bonne question. Allez, go, on pause là. Merci, bon courage. Oh. Oui, parce que du coup, je faisais les cours sur la chimie organique. Mmh. Et j'ai commencé à faire les petites fiches et tout comme ça. Et en gros, des fois, il y a des réactions où elles ne sont pas assez stables, du coup, elles vont changer. Ouais. Est-ce qu'on apprend celles qui ne sont pas stables ou pas? En gros, je vous ai fait comme ça, en gros, je sais pas, ROH, on va dire, et ici, vous avez un autre truc. Et celui-là, en cas Ce qu'il ne faut pas savoir, ça va être tout ce qui est les intermédiaires réactionnels. Si c'est par exemple un carbocation qui est instable ou un carbanion qui est instable, qui dégénère à prendre un autre composé, il faut savoir que ça passe par un carbocation, un carbanion, mais tu n'es pas obligé de le savoir le dessiner, connaître la molécule. Par contre, si c'est encadré en rouge, par exemple dans le cas des oxydations douces, où tu peux avoir alcool qui donne aldéhyde, aldéhyde qui donne acide, là ouais, il faut savoir que par contre, tu as ce composé intermédiaire, savoir le nommer, parce que tu peux avoir au concours un groupement R complet, donc savoir le nommer, savoir précisément ce que ça donne comme molécule. Et là, il faut l'avoir intégré. Ouais. Surtout qu'après, avec l'ozonolyse réductrice et tout, c'est là où tu peux garder ces composés-là, donc tu vas avoir plein de chaînes dessus. Bonjour. En fait, pour mon temporal, ma question porte sur le pH sanguin, la régulation du pH sanguin dans l'organisme. Et je veux savoir si tu as des choses dans le projet comme un marbré.
30 litres, on déjà. Donc, c'est pour l'oral du bac sur la régulation du pH sanguin? Ouais. Ok. Contraction musculaire. Et la contraction musculaire? Lors d'une contraction musculaire, tout le monde pH sanguin va et, Ok. Bah déjà, bah là, ça va être beaucoup de photométrie. Donc, ça va être la régulation du tampon phosphate. Donc, tu t'intéresses pas mal à ça. j'ai parlé du base tampon. Voilà. Parler de la régulation du tampon phosphate. Bah déjà, il faudra que tu dises pourquoi tu vas avoir une acidose lorsque tu vas avoir une étape de contraction musculaire. Donc, parler de l'acide lactique. Donc, au niveau du muscle, donc c'est que l'acide lactique, ça va être qui va être mis en place lorsque je vais être en condition anaérobie, avant donc qu'il y ait la phosphorylation oxydative et en fait finalement le phénomène de respiration mitochondriale qui va être mis en place en condition aérobie. Donc, tu considères que quand tu fais un effort musculaire, tu as là, si maintenant de suite je tape un sprint à la porte, pendant environ 30 secondes, je vais avoir un stock de créatine phosphate qui va être libéré, ça va être un monopic. Et du coup, ça va me permettre d'avoir une certaine quantité d'énergie. C'est une molécule très riche. Le phosphate qui stocke de l'énergie chimique. Lorsque je fais jusqu'à 10-15 minutes, si je cours jusqu'à chez moi, je vais avoir d'abord une phase un peu d'acide lactique. C'est-à-dire que je suis en condition anaérobie. Et en fait, à partir du. Ça, faudrait que tu prennes des trucs de bioche, c'est-à-dire à partir du glucose qui a donné du pyruvate, et ben en fait, je n'ai pas une oxygénation suffisante de mon rhabdomyocyte, de ma cellule musculaire pour entrer en phosphorylation oxydative dans le cycle de Krebs. Et en fait, je reste en condition anaérobie, donc sans O2, et ainsi je vais donner acide lactique. Du coup, c'est cette phase-là. Et après, au bout de 30 minutes de course, tu auras la phase anaérobie, où ton pyruvate pourra entrer dans ton cycle de Krebs, et ainsi à terme, dégrader cette molécule de pyruvate pour permettre de donner les composés énergétiquement riches qui vont jusqu'au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale pour produire de l'énergie. D'accord. C'est pour ça, quand tu dis en général, quand tu courses, tu veux taper dans les graisses, il faut courir au moins 30 minutes. D'accord. C'est comme ça se fait dans le D'accord. Donc ça, tu vas avoir une modification, voilà, tu vas être dans un état d'acidose de souffrance cellulaire. Donc du coup, ton muscle va nécessiter plus d'oxygène. Donc tu vas avoir l'apport du sanguin. C'est là où tu vas avoir une crise d'acide lactique si tu vas trop fort, c'est du coup un environnement acide qui est beaucoup trop élevé. Il faut également parler du fait que tu peux voir la détresse musculaire dans un effort avec les CPK, sur une prise de sang, la phosphatinase. Et voilà, et la régulation du pH sanguin, c'est surtout le tampon phosphate. Okay. La régulation qui est un des principaux tampons de l'organisme, tu peux parler, voilà, comment il est régulé ou quoi. Et après, parler peut-être de son même d'acidose métabolique, etc. D'accord. C'est-à-dire que là, tu vas avoir une acidose parce que tu vas avoir la libération de protons. Du coup, tu vas avoir une compensation par ton organisme. Donc là, si c'est une acidose qui est métabolique, tu vas avoir une compensation respiratoire. Et donc, tu vas avoir tendance à être en hypoxémie, donc à respirer moins vite pour diminuer ton taux de CO2. Okay. Parce qu'il faut savoir que quand tu respires trop vite, quand tu te mets en hyperventilation, ton corps s'acidifie. Parce que du coup, tu augmentes ta pression partielle en dioxyde de carbone. Okay. Okay. D'accord. Quand je diminue, mon acidité diminue également. D'ailleurs, si je fais trop, je peux être en alcalose métabolique. Voilà. Et après, acidose métabolique, c'est quand tu as voilà, soit l'augmentation de protons, soit une diminution de bicarbonate. D'accord. Voilà. Et inverse, l'alcalose métabolique, c'est